Guten Tag, der Frankreich-Block ist heute auf dem Salon du Livre in Paris. À côté de moi, il y a Jean-Noël Jeanneney. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous étiez aussi, entre autres, directeur de la Bibliothèque nationale. J'ai écrit un compte-rendu de votre livre Google défie le monde en 2005 déjà. Je me rappelle. Vous étiez ancien ministre et aujourd'hui, j'ai suivi votre conversation au Concordance du Temps, à France Culture. Et vous avez écrit un livre, La Grande Guerre, si loin, si proche, réflexion sur un centenaire. Et je voudrais vous poser 3 questions sur ce livre. D'abord, vous avez parlé des causes de la guerre. Oui, pendant très longtemps, bien sûr, les puissances qui s'étaient affrontées ont cherché pour chacune d'entre elles à expliquer que c'était l'autre qui était coupable. On se plaçait en termes moraux et en termes politiques. Je dirais qu'après 100 ans, cela préoccupe moins les historiens que de comprendre comment s'est mis en place un système diabolique qui a fait que sans que vraiment personne l'ait voulu, ou en tout cas n'ait pu mesurer ce qu'allait être le drame, le système a amené ce cataclysme épouvantable. Et c'est ça qui intéresse. Comment on est arrivé là, la part de hasard et de nécessité. L'événement de Sarajevo, qui, avec l'assassinat du prince héritier, qui a été le moment où le tonneau de poudre a explosé parce qu'on a allumé la mèche. On se demande aujourd'hui si c'était inévitable. Certains disent de toute façon, après Bismarck, les deux blocs s'étaient figés de telle façon que forcément il arriverait un jour où ils se déchireraient. D'autres disent, c'était le cas de mon cher directeur de thèse Pierre Renouvin, grand spécialiste de la Grande Guerre. D'autres disent, vous savez, une guerre qu'on a repoussée, peut-être une guerre évitée. Alors, je reviens de Serbie, on est très préoccupé du fait qu'un livre, celui de Clark, un livre récent, expliquerait que c'est cette petite nation qui somnambule, n'est-ce pas? Somnambule, qui aurait été coupable. Tout ça n'est pas à nos yeux l'essentiel. Comment est-ce que c'est arrivé et quels enseignements on peut en tirer pour éviter, dans un paysage évidemment complètement transformé un siècle après, éviter qu'à nouveau, contre la volonté des hommes, naisse une aussi épouvantable catastrophe. Qui était responsable de la guerre? Aujourd'hui, je pense qu'on considère que la responsabilité est largement partagée. Ce qui a été très grave, c'est qu'en réalité, plusieurs des pays en cause ont eu un sentiment d'être assiégés. Un sentiment obsidional, et c'est toujours très dangereux, c'est toujours belligène. Les autres m'en veulent, on ne comprend pas ce qu'ils ont l'intention de faire, donc j'ai tendance à me crisper, éventuellement à attaquer pour éviter qu'on m'attaque. Si on reprend le détail de ce qui s'est passé, je crois qu'on peut démontrer que ce que je dis, c'est largement appliqué. Quand on ne sait pas ce que l'autre va faire, alors c'est très dangereux. Un des avantages de l'époque nucléaire où nous sommes, c'est qu'il est indispensable, il est inévitable d'anticiper et de se dire si j'avance ici, l'autre avancera ici et l'autre avancera ici. Et encore une fois, je crois que pour les hommes, une guerre virtuelle vaut beaucoup mieux qu'une guerre réelle. Oui. Vous avez organisé les bicentenaires de la Révolution française sous François Mitterrand en 1989 et vous êtes très bien placé aujourd'hui pour dire les tâches du centenaire de 1914 de cette année. Oui, dans le petit livre que vous venez d'évoquer, je me suis efforcé de faire une comparaison, effectivement, entre les deux commémorations. Célébration pour la Révolution, parce qu'à mes yeux, pour l'essentiel, c'était un moment lumineux, et commémoration de cette épouvantable catastrophe qu'a été la Grande Guerre, épouvantable pour l'Europe. Il y a une grande différence de base, c'est que la Révolution, ça a été un coup de hache dans la nation, qui a coupé en deux. Et c'est une coupure qui a duré jusqu'au milieu au moins du XXe siècle. Les fils des Lumières, les enfants de la Révolution, et en face les tenants de la contre-révolution. Et puis progressivement, une sorte d'accord s'est fait pour l'essentiel, sauf un petit groupe de farfelus un peu lamentables à l'extrême droite. La France, en gros, aujourd'hui, non seulement assume, mais se glorifie de l'héritage de 1789 et même des intuitions splendides de la Convention en 1793 et 94. Dans le cas de la Grande Guerre, c'est juste le contraire. L'union sacrée, c'est un des rares moments où la France tout entière a été unie. Le mot est du président de la République Poincaré, l'union sacrée. Et puis progressivement,
les choses ont évolué. On a vu des lignes de fracture se dessiner dans la collectivité nationale. Parce que cette guerre qui a commencé comme une guerre qu'on a pu dire classique, dernière du 19e siècle, s'est révélée une guerre industrielle, durable, avec tous les drames que ça comportait. Et puis, finalement, comme une guerre idéologique à partir de 1917 et de la révolution bolchevique. Et ensuite, bien sûr, l'émergence du fascisme, puis du nazisme. Donc la mémoire de la guerre s'est fragmentée à l'intérieur de la collectivité française. Et ça a été clair jusqu'il y a, peut-être jusqu'à la chute du mur, jusqu'à la chute des démocraties dites populaires. Maintenant, je pense qu'un certain accord nouveau peut se constituer dans le pays. On verra, puisque le centenaire commence, et ça va être extrêmement intéressant de savoir, par-delà ce que les pouvoirs publics peuvent essayer de dessiner, de savoir comment en profondeur la France va, dans ses différentes composantes, choisir de s'approprier cet anniversaire. Oui. Monsieur, je voudrais citer une phrase de votre livre, page 120. Marianne et Clio, chacune à sa place, chacune dans son rôle. Vous insistez surtout sur la différence entre la politique et l'histoire dans votre livre. Marianne, c'est, comme vous savez, le symbole de la République française depuis le début du 19e siècle, en tout cas le milieu du 19e siècle. Clio, c'est notre muse que nous aimons, qui nous inspire. Et je pense qu'en effet, en tout cas, toute ma carrière intellectuelle s'est déroulée à partir de cette conviction. Je pense que la politique a besoin d'histoire, que la République a besoin d'histoire. Et que par conséquent, il est précieux de réfléchir constamment sur la dialectique du passé et du présent. L'émission à laquelle vous venez d'assister et que je propose chaque semaine le samedi matin. Aujourd'hui avec Benjamin Stora. Sur le FLN, je propose cette émission depuis 1999, est entièrement conçue sur le principe de ce dialogue. Qu'est-ce que le passé peut nous apprendre quant à certaines répétitions, à certaines ressemblances, à des échos, à des reflets. L'histoire ne se répète jamais, bien sûr, elle a tellement d'imagination, mais il y a des séquences qui s'évoquent les unes les autres, et je crois que cela permet de ne pas exagérer l'inédit, et par conséquent d'éclairer les décisions d'aujourd'hui, d'aider à mesurer la latitude d'action pour les hommes d'État et pour les citoyens. Et cela aussi confirme une idée que chacun peut avoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande carrière d'homme public, d'homme d'État, qui ne soit pas nourri par une vraie culture historique. Je ne sais pas si vous me désapprouverez sur ce point. Mais prenez tous les exemples des grands hommes d'État du XXe siècle, du XIXe, tous connaissaient l'histoire, parfois se la réappropriaient à leur façon, bien sûr, mais nourrissaient l'instantanéité de leur choix à partir d'une autre allure, d'un autre tempo, de la longue durée, du rythme du passé des hommes. Je crois qu'à l'occasion de ce centenaire, on peut une fois de plus le vérifier. Vous me permettez une dernière question? Je vous en prie. Dans la conclusion, vous parlez, qui s'appelle Mémoire et Liberté, vous parlez des surprises pendant des années de commémoration. Aujourd'hui, la crise de la Crimée est aussi une telle surprise. Quels seront ces enjeux? Oui, je pensais bien sûr dans le cas de 1989 à Tiananmen en Chine et puis surtout à la chute du mur de Berlin. Les Allemands ont fêté la Révolution française à leur manière. Oui, c'est moi qui ai tout organisé pour donner plus d'éclat à la cérémonie, bien sûr. Chacun l'a bien compris. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette année? Par définition, on ne le sait pas. Les historiens ont déjà assez de peine à être lucides sur le passé, si en plus il fallait qu'ils le soient sur l'avenir, alors c'est vraiment trop leur demander. Sérieusement, il est vrai que nous sommes au mois d'avril, au moment où je vous parle, et que d'ores et déjà, ce qui est en train de se passer en Ukraine, et en Crimée en particulier, permet une réflexion sur le rebond, les échos. Y a-t-il un risque de guerre entre l'Est et l'Ouest à nouveau? Je ne pense pas, mais il faut faire très attention parce que parfois on a le sentiment que ce n'est pas très grave et puis ça devient grave. Par exemple, c'est ce qui s'est passé en juillet 1914. Il a fallu très longtemps pour que l'Europe se rende compte qu'elle était au bord du gouffre et que finalement elle allait y tomber. Donc risque de guerre, problème de la permanence, la pérennité des frontières comme gage de paix.
principe qui s'affronte directement à l'idée de l'autodétermination des peuples, qui est elle-même le fruit du grand principe des nationalités de 1792 et de 1848. Simplement, on sait aussi qu'on peut, par des transferts de population ou des excitations collectives, tromper le peuple sur ses appartements, sur ses affinités. Donc voilà effectivement un cas où ce qui s'est passé voici 100 ans peut permettre de mieux comprendre, à condition que constamment on se dise oui, il peut y avoir des similitudes, mais tout est d'une certaine façon différent. Il n'empêche pas que le destin de l'humanité est entre la main des hommes et que par conséquent il est dans les mains de chacun d'entre nous. C'est là ce que j'entends en disant que Marianne doit être servie par Clio. Merci, monsieur. Merci à vous. Je rappelle le livre de Jean-Noël Jeanneney, La Grande Guerre, si loin, si proche, réflexion sur centenaire, est paru aux éditions Seuil. Merci beaucoup. Merci à vous, mon cher.